Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin, ou bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Cap Emploi, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc on va continuer à se regarder quelques reportages après-midi, comme il y en aura toute la semaine, ainsi que des interventions de nouveau en direct au sein du Cap Emploi 57 à partir de jeudi matin. Et merci beaucoup Talentéo, merci pour ton soutien, merci beaucoup pour le raid. Et bonjour Cap Emploi 05 effectivement également. Du coup là, on va se regarder une petite série de 2 reportages. Donc comment aborder le handicap, dois-je en parler au travail, par les Cap Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le premier c'est du Cap Emploi 85 qui nous emmène dans l'univers du secteur du BTP avec un maintien dans l'emploi réussi en nous livrant le témoignage de Monsieur Poupin dans le cadre d'un maintien en emploi et un focus sur la sensibilisation des équipes. Ensuite on a un reportage du Cap Emploi 40-64 Pays Basque qui nous proposera un témoignage de recrutement de Wilfried et des bénéfices de son intégration pour l'entreprise. Et comme d'habitude vous connaissez maintenant, comme si ça faisait longtemps qu'on streamait, il y aura toujours un ou des chargés de mission pour les différents Cap Emploi de différents secteurs qui seront dans le chat pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà. Et bien écoutez, du coup c'est parti, il y a le premier reportage fait à peu près 13 minutes, le deuxième fait à peu près 7 minutes, et nous on se retrouve, et bien écoutez, juste après ça. Allez, je lance, c'est parti. Cap Emploi, handicap, recrutement et maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination action handicap, la G2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Module e-learning. Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi. Module 1. Dois-je parler de mon handicap? Est-ce que je suis obligée de le dire? Faut-il le dire dans le CV que j'ai une RQTH? Et dans la lettre de motivation? Est-ce que je le dis que je suis handicapée? Ça sert à quoi la RQTH? C'est vrai qu'ils sont obligés de me recruter? Il y a des aides quand on est handicapé? Si vous vous posez ces questions, les conseillers Cap Emploi vous proposent ce module de e-learning. Il s'adresse à toute personne recherchant un emploi et ayant des limitations du fait de son état de santé. Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi. Ce module permettra de mettre en valeur mes compétences, connaître mes limites de santé et les adaptations possibles, mieux communiquer sur cette question et rassurer les employeurs. Bonjour, je suis Paul et je viens pour le poste de chef de chantier que vous proposez. Je suis très motivé pour travailler. Vu que je suis travailleur handicapé, vous pourrez bénéficier d'aide pour mon embauche. Parfait. Mais j'ai d'autres personnes à voir en entretien et je vous tiens au courant plus tard. Moi, je ne cherche pas un travailleur handicapé. Je veux un chef de chantier. Handicap et emploi. Où en suis-je? Avant toute chose, il est indispensable d'identifier ce que vous avez à proposer à un employeur. Vos compétences, vos qualités, issues de votre parcours professionnel ou personnel. Les compétences se composent de vos savoirs, c'est-à-dire toutes les connaissances que vous avez acquises pendant vos études, vos formations et vos apprentissages. Vos savoir-faire, ce sont toutes les compétences liées à l'expérience, à la pratique, aux activités réalisées. Vos savoir-être, qui correspondent à vos qualités et vos traits de caractère. Maintenant que vous avez identifié vos compétences, il est important de connaître vos limites et vos possibilités en lien avec votre état de santé pour mieux cibler vos démarches et en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ou
Qu'est-ce que je ne peux plus faire en lien avec mon état de santé? Est-ce que je suis prêt à parler de mon handicap? Pour répondre à ces questions, vous pouvez en parler à votre médecin traitant ou médecin du travail, vous adresser à la maison départementale des personnes handicapées, réaliser des mises en situation professionnelle, stages. Attention, il ne s'agit pas ici de nommer votre maladie ou vos troubles de santé, mais bien de repérer les contraintes, les activités que vous pouvez ou non réaliser du fait de votre état de santé. Vos limites peuvent être compensées par une reconversion professionnelle, par un aménagement technique, par une nouvelle organisation du travail. Le handicap se définit toujours par rapport à une situation donnée. Module 2. Pourquoi parler de mon handicap à un recruteur? À quel moment dois-je en parler? Comment dois-je en parler? Qu'est-ce que je lui dis? Parler de son handicap au recruteur. Nous avons vu lors du premier module qu'il est important de bien se connaître avant de candidater. Maintenant, nous allons voir pourquoi, quand et comment évoquer son handicap avec un recruteur. Avant toute chose, vous vous êtes d'abord renseigné sur l'entreprise où vous postulez. Son activité et ses projets de développement, sa taille, sa politique handicap et diversité, le poste proposé. Pourquoi dois-je parler de mon handicap avec l'employeur? Parce qu'en parler peut présenter plusieurs avantages. Cela vous permet d'installer une relation de confiance avec l'employeur et d'être transparent sur votre situation, de préserver votre santé, de justifier vos périodes d'inactivité, vos reconversions, vos ruptures de parcours. Donc moi, j'étais maçon. Après ma formation, je recherche un poste de chef de chantier. J'ai mal au dos et je suis diabétique. J'en parle quand? En général, il est préférable d'en parler au moment de l'entretien. Mais il existe plusieurs cas de figure. Regardez. 1. Dans le CV, à éviter. Le CV sert à valoriser vos compétences et expériences et non à mentionner votre état de santé. 2. Dans la lettre de motivation, dans certains cas. Si l'offre d'emploi mentionne « à compétences égales, candidature TH prioritaire », si l'entreprise communique sur sa politique handicap, si l'entretien nécessite un aménagement du fait de votre état de santé, accessibilité, interface de communication. 3. Lors de l'entretien, oui, et au bon moment. Si votre handicap est visible, parlez-en en quelques mots lors de votre présentation en première partie d'entretien. Si votre handicap n'est pas visible, évoquez votre handicap en deuxième partie d'entretien, comme une information complémentaire, après avoir mis en avant vos compétences et votre parcours. Mais alors, comment j'en parle? Il faut en parler en faisant le lien avec vos compétences, votre parcours, et en privilégiant les termes positifs. Par exemple, plutôt que licenciement pour inaptitude, préférez reclassement professionnel, en valorisant les savoirs et savoir-être. De même, on ne nomme pas sa maladie et ses troubles, mais on décrit plutôt les contre-indications qui en découlent. Ici, il s'agit d'être précis. Je ne peux pas porter de poids, mais quand même un peu, est tout sauf rassurant. Tandis que je peux porter jusqu'à 8 kilos lève l'incertitude. Et de ma RQTH, j'en parle comment? La RQTH est un statut administratif qui n'apporte rien au cours de l'entretien. Vous n'en parlez que si c'est pertinent. Mais il y a bien une loi qui oblige les employeurs à m'embaucher. Oui, cette loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés existe. Elle ne concerne que les entreprises de plus de 20 salariés. Néanmoins, seul l'employeur décide de qui il embauche et sur quel poste. Si besoin, proposez l'intervention de votre conseiller emploi à l'employeur. Ne dites pas « je ne peux pas travailler sur un temps complet », préférez « j'ai besoin de travailler à temps partiel pour exprimer tout mon potentiel ». Ne dites pas « j'ai des difficultés relationnelles », préférez « j'aime bien travailler seul ». Ne dites pas « je me fatigue vite », préférez « j'ai besoin d'une pause de 5 minutes toutes les heures pour être plus efficace ». Ne dites pas « je ne peux pas répondre au téléphone », préférez « pour répondre au téléphone, il me faut un casque amplificateur ». Ne dites pas « vous êtes obligé de m'embaucher parce qu'il y a une loi handicap ». Préférez « si mes compétences vous intéressent, mon statut peut vous permettre de répondre à l'obligation d'emploi. Vous pouvez contacter un conseiller emploi pour plus de précision ». Ne dites pas « j'ai une RQTH ou une pension, donc vous aurez des aides en m'embauchant ». Préférez « si mes compétences vous intéressent, mon statut pourrait vous permettre de bénéficier d'aides à l'embauche. Vous pouvez contacter un conseiller emploi pour plus de précision ».
Ne dites pas « j'ai eu un accident de travail ». Préférez « j'effectue un reclassement ou une réorientation professionnelle ». Ne dites pas « je ne peux pas rester longtemps debout ». Préférez « je dois pouvoir alterner les stations assis, debout ». Ne dites pas « je débute dans ce métier ». Préférez « je viens de me former à ce métier et souhaite développer mes compétences dans ce domaine ». Ne dites pas « je ne peux pas intégrer plusieurs consignes à la fois ». Préférez « j'ai besoin qu'on note les consignes par écrit » ou « j'ai besoin que l'on me montre les tâches à réaliser » ou « j'ai besoin d'un binôme et des aides existent ». En face de chacune de vos contre-indications, essayez de trouver la réponse la plus appropriée. Définissez un projet professionnel adapté à vos restrictions médicales. Vous avez compris. À l'avenir, n'oubliez pas de parler d'abord de votre parcours et de vos compétences, de toujours utiliser des phrases positives, évitez de parler de votre maladie ou de votre accident, mais précisez plutôt les adaptations possibles liées à vos limitations de santé. Et n'oubliez pas d'être toujours le plus précis possible pour rassurer l'employeur. Ok, je comprends donc pourquoi je n'ai jamais été recruté après mes entretiens. Mais ces conseils sont généraux, et il est important d'adapter vos réponses à votre situation, à l'employeur et à votre ressenti. Module 3. Paul a bien retenu ses conseils et travaillé sa candidature et son entretien d'embauche. Aujourd'hui, Paul est convié à un entretien dans l'entreprise Batimaster. Bonjour, monsieur Dubéton. Merci pour votre candidature. Je vais vous présenter le poste rapidement. Nous voulons une personne de terrain qui connaisse les chantiers. Il est important de maîtriser les notions de métrage. La gestion d'équipe fait partie intégrante du métier de chef de chantier, sans parler de la capacité d'organisation qui est primordiale. Mais maintenant, parlez-moi de vous. Je vous écoute. Je connais bien le travail sur les chantiers, car j'ai été maçon pendant 20 ans. J'ai évolué dans des équipes et des entreprises différentes. Pendant 10 ans, j'ai encadré une équipe de 5 personnes. Grâce à mes expériences professionnelles et aussi personnelles, j'ai développé des capacités d'organisation et d'adaptation. Je suis également trésorier d'une association depuis 4 ans. Durant ces années, j'ai développé des compétences techniques que j'ai approfondies lors de ma formation de chef d'équipe de chantier bâtiment. Pourquoi avez-vous fait cette formation? J'avais envie d'évoluer depuis longtemps, et le métier de maçon est très physique, et n'était pas fait pour moi sur du long terme. Ah bon? Vous avez des problèmes de santé? Oui, je peux porter jusqu'à 10 kilos occasionnellement, ce qui n'était plus possible sur mon poste de maçon. Et je dois idéalement pouvoir travailler avec des horaires réguliers. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé mon projet professionnel et réalisé cette formation. Car comme chef de chantier, je peux m'adapter et anticiper davantage. Qu'est-ce qu'il a? Il risque d'être souvent absent. C'est dommage, il a l'air bien. Mais vous savez bien que dans le bâtiment, ça n'existe pas, les horaires réguliers. Ouais, je sais, j'entends par horaire régulier le besoin de faire une pause de 5 minutes toutes les 2 heures et de prendre une collation à heure fixe. Pendant mon stage pratique comme chef de chantier chez BTP+, ça s'est très bien passé sans impacter la qualité de mon travail. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous propose de commencer par un stage pour vous rassurer. Comment ça peut se passer, ce stage? Je suis suivi par un conseiller emploi qui pourra se charger de ces formalités et aussi vous renseigner sur les aides complémentaires liées à ma RQTH. Ah, je comprends mieux. Ah, je tenterai bien ce stage. Merci Paul pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? En entretien, ne négligez jamais la question finale. Voulez-vous ajouter quelque chose ou avez-vous d'autres questions? Pour quand le poste est-il à pourvoir? Quand est-ce que vous donnerez une réponse? Qui sera mon hiérarchique direct? Quels sont les objectifs sur ce poste? Quel type de client avez-vous? Puis-je vous recontacter pour connaître votre réponse? Questions sur le service, l'équipe ou le poste. Les questions ci-dessus valent pour tous les métiers. Il est important d'en sélectionner 2 ou 3 pertinentes avant l'entretien en fonction du poste visé. Il est important pendant l'entretien que vous posiez vous aussi des questions. Handicap ou pas, il me plaît bien ce Paul. Vous venez de suivre les 3 sessions du module Aborder le handicap dans sa recherche d'emploi. Vous savez donc désormais qu'il est nécessaire avant tout de valoriser d'abord vos compétences et expériences, de bien vous connaître pour expliquer votre parcours, pour présenter positivement vos limites de santé, pour identifier votre environnement de travail optimal,
de rassurer l'employeur en utilisant un langage précis et positif. Ces conseils appliqués à la recherche d'emploi peuvent également vous être utiles dans d'autres étapes de votre parcours professionnel. Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, la G2R La Mondiale et Malakoff Humanis. C'est vrai, je vous l'avais pas dit, mais de temps en temps, entre deux vidéos, il y a des teasers d'une bande dessinée réalisée par Keops Nouvelle-Aquitaine, comme vous venez de voir là à la fin. Et je lance le prochain reportage. C'est parti. Alors Monsieur Poupin, est-ce que vous pouvez me retracer un petit peu votre parcours dans l'entreprise? Je suis là depuis 2007, j'ai été arrêté 1 an pour mon problème de santé, parce que mon problème de santé c'est prononcé plus sérieusement au boulot. D'accord. Et on a été arrêté, on a fait une remise dans le poste. Et j'y croyais pas trop au début, parce que c'est vous qui avez donné la force d'y croire, quoi. C'est l'entreprise qui a cru en moi au début. Qui a cru en moi et puis qui voulait me voir travailler. Alors ça fait plaisir, quoi. Et c'est le résultat d'un travail de longue haleine avec plusieurs organismes, Cap Emploi, l'entreprise et également Tragéo, qui nous est la structure en interne chez Vinci qui gère toute cette mise à disposition et c'est le handicap dans l'entreprise. Donc il y a eu énormément de rencontres de manière à préparer le maintien et le retour à l'emploi de M. Poupin. Il y a eu de nombreux échanges avec des mises en situation pour identifier les tâches qui pouvaient être maintenues et celles qu'il fallait occulter pour que M. Poupin puisse, comme ses collègues, travailler en sécurité. La situation de maintien dans l'emploi de M. Poupin a été une réussite principalement par la coordination des acteurs, aussi bien les acteurs dans l'entreprise, les acteurs externes à l'entreprise, le médecin du travail, le service social de la CARSAT. Alors aujourd'hui, on gère le quotidien avec Simon. Le mécanisme est vraiment mis en place depuis maintenant assez longtemps, mais ça nécessite toujours une réorganisation perpétuelle. Avant l'arrivée chaque semaine de Simon, Simon fait partie d'une famille et le matin quand il arrive sur le chantier, un simple regard des fois permet de juger son état, même s'il est toujours optimiste, il nous dit toujours que ça va bien, mais le chef de chantier des fois sent entre guillemets de petites difficultés, donc on s'adapte même la journée même. Pour accompagner sa reprise du travail, j'ai aussi pu mobiliser l'intervention d'un prestataire spécialisé sur les champs des publics cérébro-lésés pour avoir un regard un peu expert et aider l'entreprise dans la compréhension de la situation de santé de M. Poupin. L'intervention de prestataires spécialisés a permis aux équipes de comprendre la maladie de Simon et de faire face à ses crises ou ses besoins ou vraiment la vigilance partagée, ce qu'on appelle chez nous. Tout en gardant l'esprit d'équipe et d'adapter les tâches vraiment à Simon. En fait, on s'est adapté à lui plutôt que lui s'adapter à nous et on a adapté son travail en fonction c'est vraiment son état de santé qui prime sur le reste. Et si on parle un petit peu de votre parcours de maintien dans l'emploi, pour vous, c'est quoi les points positifs et les points négatifs? Je ne parlerai pas de points négatifs parce que les points négatifs, moi, ça n'existe pas.
Parce que le point négatif, c'est ma maladie à moi qui est négatif. Et c'est ça qui me freinait, quoi. Mais ce qui est positif, c'est que c'est la magie que vous avez pu me donner, redonner la magie de la vie, parce que c'est moi le boulot, c'est ma vie. Et c'est une passion avant tout. Et c'est énorme de travailler comme ça. C'est un accompagnement qui a eu lieu dans la durée, qui a eu lieu sur plus de 2 ans. Et à certains moments, il a fallu refaire des moments de sensibilisation au handicap via le prestataire spécialisé pour pouvoir justement sécuriser, rassurer, parce qu'il y avait des changements dans l'entreprise, ça doit correspondre à la vie de l'entreprise et à son évolution. Enfin, pour pouvoir permettre à l'entreprise de porter la situation et de l'aider à porter financièrement une organisation qui n'est pas forcément optimale, les aides financières de l'AGFIP ont pu être mobilisées. Alors, la manufacture des bois landais a été créée il y a une 40aine d'années. Aujourd'hui, l'entreprise a 4 métiers principaux. Suite à l'orientation de Pôle emploi, je reçois M. Moreau Wilfried, souffrant d'une déficience auditive profonde. Durant l'été 2019, l'établissement MBL nous transmet une offre d'emploi d'ouvrier en Syrie en prévision du départ à la retraite d'un de leurs collaborateurs, M. Laben, connu également de nos services et possédant lui-même une déficience auditive. Nous avons appuyé son entrée en emploi. Après avoir transmis sa candidature, M. Moreau a pu réaliser une immersion pour se tester sur les différentes activités. Le bilan du stage a été très positif et il a pu signer un CDI à temps plein chez MBL. Des aménagements techniques étaient déjà en place pour messieurs Laben et Pascal, que nous avions aussi accompagnés du fait de leur handicap auditif. J'ai ensuite mobilisé 2 aides. Une première qui s'appelle l'aide à l'accueil et à l'intégration professionnelle, qui permet à l'employeur, M. Lafontaine, de percevoir une subvention pour le tutorat mis en place jusqu'au départ à la retraite de M. Laben. Après son départ à la retraite, M. Moreau, bien qu'autonome, a malgré tout besoin d'un tuteur au quotidien pour sa sécurité. Cela engendre des conséquences financières pour l'établissement. Aussi, j'ai mobilisé la reconnaissance de la lourdeur du handicap pour compenser les charges supportées par MBL. Cette mesure sécurisera l'embauche et le maintien dans l'emploi de M. Moreau en favorisant son bien-être au travail ainsi que le maintien de la productivité de l'établissement. Je dirais aujourd'hui qu'une entreprise avec des personnes handicapées, ça a des avantages et l'avantage principal, c'est qu'il y a une cohésion bien plus importante au sein du personnel. Je dirais, pour être même clair et honnête, que l'arrivée des personnes handicapées il y a quelques années dans l'entreprise a mis une ambiance plus sereine et plus humaine. Voilà pour ces 2 reportages qu'on vous a proposés. Du coup, là maintenant, on a une série de 1, 2, 3, 4, 5 reportages que pareil, je vais rediffuser à la suite. Donc on a le Cap Emploi 05 qui a réalisé 2 reportages avec divers témoignages de bénéficiaires et d'employeurs sur la société Arc-en-Ciel, mais aussi sur l'histoire de Véronique. Donc on va découvrir ça ensemble. Le Cap Emploi 80 qui nous propose le témoignage de Yamina et de son employeur pour un recrutement simple et réussi grâce à Cap Emploi, enfin avec Cap Emploi. Comment recruter des personnes en situation de handicap. Et il y a 2 ans, Agestra et Cap Emploi 57 ont réalisé ensemble un webinaire dédié au maintien en emploi dans lequel on vous explique cette démarche qui représente aujourd'hui un enjeu important pour tous. Comment communiquer sur le handicap en interne-externe dans les entreprises par les Cap Emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Petite présentation du dispositif Territoire Zéro Chômeur par le Cap Emploi 79. Eh bien, on se remet là.
J'enlève la musique. Et je lance. C'est laquelle de vidéo? C'est celle-là. C'est parti. Bon visionnage à tous. Bon visionnage à toutes. Quand on part de la peinture d'une place de salarié, on se retrouve avec 10 employés. Même si j'étais un peu préparé, ça vous change quand même la vie. Hein. Je suis rentré dans l'entreprise en tant que peintre. On s'entendait très bien avec le gérant, hein, c'est une histoire de confiance. Il m'a préparé un petit peu à la suite, parce que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment à la production. Hein. Et puis quand il est parti, qu'il a pris la décision de partir à la retraite, j'ai pris la gérance. On prenait toujours des apprentis, mais là, on allait prendre un apprenti qui était dans un IME. J'étais un peu réticent, hein, c'est normal. Bon, un jeune comme ça, on ne peut pas savoir. Mais finalement, avec personne, on peut savoir. J'ai pris aussi conscience que ça pouvait arriver à n'importe quel parent, à n'importe quelle personne. On a dit, on y va, hein, voilà, c'est pas... Un apprenti, c'est déjà pas simple au départ. D'être à Gap aujourd'hui et demain à Saint-Bonnet, alors qu'il montait avec du personnel, on l'emmenait, ça changeait toute sa vie, quoi. Mais je stressais beaucoup, voilà. Et je paniquais. De ne pas arriver ou rester sur un échec. C'est une entreprise, donc il y a quand même la production, et donc on n'y a pas forcément fait de cadeau. Hein. Il était un peu dans un cocon, un IME c'est un peu un cocon, hein, il faut le dire. On s'en est de suite aperçu. On voyait quand il allait à l'IME, qu'il arrivait ici, il était un peu déconnecté. Moi, je peux pas changer du jour au lendemain, je peux pas changer ma façon de travailler, ma façon... Le caractère de tout le monde, c'est difficile, ça, on peut pas. Puis après, à force d'apprendre, de me répéter les choses, puis maintenant j'arrive à faire. Ryan, une fois qu'il a eu son CAP au bout de 2 ans, pour trouver du boulot, ça aurait été très compliqué. Il faut pas se nier. Moi, quelqu'un qui viendrait me voir, il me dit voilà, j'ai fait un apprentissage, j'étais dans un IME, je serais réticent pour le prendre parce que je connais pas le jeune. Voilà. Moi, Ryan, je l'ai eu, mais je sais que c'est quelqu'un quand même qui a certainement des capacités et une volonté. Mon appréhension à ce moment-là, c'est que j'ai dit il va retourner peut-être dans un CAT, après un centre pour adultes, alors que bon, pour moi, il n'avait pas sa place, quoi, voilà. Parce qu'il avait évolué. Donc on a dit on va partir sur un contrat de professionnalisation. Moi, je veux bien aider les personnes, surtout quand elles en valent la peine, mais c'est vrai qu'il fallait aussi qu'on soit accompagné, qu'on ait des aides. Je trouve ça totalement, on va dire, légitime, quoi. C'est l'AGFIP et Cap Emploi qui nous ont aidés à monter le dossier, et voilà. Le premier jour, je pense qu'on a fait la réunion avec Cap Emploi, mais elle a fait comprendre surtout les problèmes donc, du handicap, et elle nous a aussi expliqué comment on pouvait les surmonter. Et puis après, ça a un peu déclenché parce que peut-être qu'ils se sont dit finalement, Ryan, c'est quelqu'un que du coup on va intégrer dans l'entreprise, puisque si on fait tout ça, c'est voilà. Et maintenant, Ryan a un CDI, hein, voilà. Je préfère autant des jeunes, moi, qui ont la volonté, même qu'ils aient des difficultés, mais qui soient volontaires, plutôt qu'un jeune qui a des capacités et qui les met pas en œuvre. Voilà. Comme tu dis, tu t'es ouvert, tu t'es réservé, et ça t'a fait énormément de bien. Tout ça, il a beaucoup appris sur le chantier avec le personnel. Moi, je me rappelle quand tu m'as dit que tu avais le permis, j'en croyais pas mes yeux. Et je voulais même pas prendre ma voiture le soir. Parce que j'ai dit s'il roule. Mais c'est vrai que moi, presque le permis, tu vois, j'étais presque plus content pour toi que le CAP. Parce que j'ai dit c'est un examen qui sera très dur à passer. Mais franchement, ça m'a fait plaisir quand tu l'as eu. Mais regarde, tu viens le matin avec ta voiture, tu repars, tu prends des véhicules de l'entreprise, tu les cabosses un peu. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie de l'apprentissage, ça. Il y a eu une évolution spectaculaire. Voilà, je le redis, je pense que l'entreprise l'a complètement ouvert. Puis après moi je m'en fous un peu que j'ai un peu de difficultés et tout. Voilà, c'est pas ça qui va me changer ma vie. À force que je sois un petit tu dans mon travail, je suis arrivé.
peut-être un samedi matin où j'étais partie en fait au supermarché faire des courses comme tous les samedis matins. Et je suis arrivée à la caisse, je ne me suis pas rappelé mon code de carte bleue. Et je me rappelle juste une voix qui me disait « Vous inquiétez pas », donc je pense que j'étais dans l'hélicoptère. Et je me suis retrouvée à l'hôpital au CHU de Grenoble. Ils se sont aperçus que j'avais un méningiome gros d'à peu près ça dans la tête. J'ai des fourmis depuis le haut de la tête jusqu'en bas du pied. Selon comment je fixais le regard, ça me faisait voir double. La luminosité aussi qui me gêne et que souvent j'ai le réflexe de faire un comme ça. Alors je fais pas des clins d'œil aux gens, faut pas croire. On apprend à vivre avec les séquelles qui nous restent et puis voilà quoi. D'être confiné à la maison quand on est seul, maintenant les enfants sont grands, mon mari travaille encore et vous êtes là toute la journée, même si regarder la télé ça me fatiguait, lire j'y arrivais pas. Et le fait de travailler, ça vous montre que vous êtes encore capable. Le premier retour de Véronique, c'est ouf. C'est ouf pour elle d'abord, parce que ça veut dire qu'elle peut revenir travailler, donc c'est vraiment un gros soulagement. Et après le premier ouf, c'est « Ah oui, mais effectivement, c'est une Véronique qui revient, pas tout à fait la même ». J'avais peur de ne pas être aussi compétente, aussi efficace. En fait, on a pu constater que par rapport à sa saisie des temps, sur des mêmes portefeuilles, il y avait un écart. Quand Véronique, elle revient un petit peu différente, il faut qu'on l'adapte, parce qu'en fait, on ne peut pas juste se voiler la face en se disant c'est pas grave, parce que ça en fait ça tient pas dans le temps. Ça tient pas dans le temps parce qu'une entreprise elle a quand même des besoins économiques et en fait ça ne peut créer à terme que de la frustration et une bombe à retardement. Et puis aussi par respect pour Véronique, je pense qu'il faut avoir zéro sensation de pitié, parce que du coup la pitié n'est pas du tout quelque chose de positif et de durable. Moi, il me paraît essentiel à un moment donné de mettre les choses sur la table pour dire voilà, il y a effectivement une situation qui a changé, traitons-la objectivement, et une fois que ça c'est posé, eh ben, ça permet à tout le monde après de tranquilliser. C'est pas évident de se dire que quelque part on doit reconnaître une invalidité qu'on subit. Du coup, la démarche n'a pas été réellement facile à mettre en place, quoi. Nous, en tant qu'entreprise, on avait besoin qu'elle avance dans ce statut-là, et elle aussi, à titre personnel, il fallait qu'elle avance dans ce statut-là pour aussi avoir une prise en charge à la sortie en fait, de son mi-temps thérapeutique. Je faisais 35 heures, je faisais 7 heures par jour, 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et maintenant j'ai fractionné mon travail, je fais 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. En fonction de la personne et du handicap de la personne, il y a vraiment des moyens d'être accompagné pour adapter le poste de façon matérielle et financière. Aujourd'hui, Véronique, elle reparticipe aux réunions collectives, elle reparticipe aux repas collectifs qu'on fait, chose qui, pendant tout un temps, quand même, elle ne pouvait plus supporter. Que ce soit au niveau des clients aussi, les clients, ils ont retrouvé Véronique comme ils l'avaient quittée. Je suis toujours aussi motivée pour aller au boulot. Après, comme je vous dis, je fais moins d'heures, mais j'ai besoin de ça, quoi. En fait, le travail, c'est mon équilibre, on va dire. J'ai pas la fibre sociale au point d'aller aider et de penser à des personnes handicapées avant toute chose. Pour autant, quand le handicap arrive dans l'entreprise, c'est pas du tout un frein et c'est pas du tout une contrainte. Ça veut dire qu'on l'intègre dans le cabinet comme un élément en fait de la vie. Mais en tout cas, il faut tenter le coup parce que quand ça marche, eh ben, c'est d'autant plus de réussite pour tout le monde et de fierté collective. Tout le groupe, c'est ma bouée de sauvetage, quoi. Aussi.
La société connaissait une forte croissance et j'avais besoin d'augmenter les effectifs au niveau du service commercial. C'est vrai que le constat, c'était que quand on passait une annonce, aucune offre, enfin aucun CV remontait avec une personne en situation de handicap. C'est vrai que nous, on a plus la priorité de passer par Cap Emploi parce qu'ils nous connaissent déjà d'une part, ils connaissent nos compétences, ils savent très bien si on correspond au profil, ils connaissent mes disponibilités, mon handicap. L'avantage de Cap Emploi par rapport aux employeurs ou par rapport aux bénéficiaires, c'est que nous connaissons bien les profils et nous connaissons nos entreprises. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour nous de faire un rapprochement entre l'offre et la demande. La valeur principale de Cap Emploi, c'est vraiment la bienveillance vis-à-vis des personnes qu'on accompagne et le professionnalisme vis-à-vis des entreprises. Donc nous allons dans les entreprises, nous rencontrons le DRH, l'employeur, nous rencontrons les personnes qui effectuent le même métier. Comme ça, nous avons une bonne connaissance du métier proposé. Donc on a contacté Cap Emploi, donc ils sont venus. On a fait le point sur le poste et voir s'il n'y avait pas de contraintes ou de choses que l'on n'avait pas forcément imaginées. Et rapidement, ils nous ont proposé deux candidates qui toutes les deux répondaient parfaitement à ce que nous recherchions. Donc on accompagne les personnes dans le cadre de leur recherche d'emploi. On leur propose la création d'outils marketing, CV, lettre de motivation, la préparation à l'entretien, avec des simulations d'entretien, également avec des employeurs qui viennent d'horizons différents. C'est Cap Emploi d'ailleurs qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a été fait avec eux. Donc c'est vrai qu'ils sont toujours là pour répondre à mes attentes et puis m'aider à évoluer justement au niveau professionnel. Jusqu'à présent, je suis toujours suivie par mon conseiller. Yamina est plutôt joviale, souriante, donc il n'y a aucun problème, il n'y a eu aucun problème d'intégration. Et après, c'est suivi d'une personne, au même titre que les 43 autres personnes de la société. Bon, l'intégration s'est faite assez rapidement, donc je me suis, comme on dit, je me suis fondue dans la masse, ça s'est super bien passé. C'est plus une entreprise familiale, professionnelle en fait. C'est une deuxième famille, mais professionnelle. Bon, l'aménagement de poste, c'est simple en fait, c'est juste un cale-pied. Puis là, l'avantage avec la fonction que j'occupe, donc j'alterne souvent la position assise et debout, donc c'est ça qui est plus important pour moi en termes de situation de handicap, c'est-à-dire ne pas rester tout le temps assise. Ce qui est positif pour les employeurs et les salariés, c'est que même après la signature de contrat de travail, nous poursuivons l'accompagnement. Yamina, je dirais, elle est encore récente dans la société et je pense qu'on peut encore faire encore plus de choses dans le futur. Rester jusqu'à ma retraite, non? Module e-learning, rechercher et recruter une personne en situation de handicap. Cap Emploi Handicap Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, la G2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Y a-t-il des aides pour recruter des personnes handicapées? Comment recruter une personne handicapée alors que j'ai déjà du mal à maintenir mes salariés en poste? Je rencontre des candidats handicapés, mais il leur manque de l'expérience ou une formation. Que faire? Mes locaux ne sont pas aux normes. Comment puis-je embaucher une personne handicapée? Faudra-t-il aménager le poste et acheter du matériel? Dans mon entreprise, les postes sont trop physiques. La dernière fois que j'ai recruté un travailleur handicapé, ça s'est mal passé. Comment puis-je en parler pendant l'entretien? Je veux recruter un travailleur handicapé, mais je n'en trouve pas. Comment faire? Je reçois des candidats, mais ils ne parlent pas de leur handicap. Comment puis-je savoir? Si vous vous posez ces questions, les conseillers Cap Emploi vous proposent ce module de e-learning. Il s'adresse à tout employeur qui envisage de recruter et intégrer des personnes en situation de handicap dans son établissement. Rechercher et recruter des personnes en situation de handicap. Ce module me permettra de préparer mes fiches de poste, de sourcer des candidats, de savoir lire le CV de personnes en situation de handicap, de réaliser l'entretien d'embauche, de préparer l'intégration, d'aménager le poste si nécessaire. Cap Emploi, bonjour.
Bonjour monsieur, je suis Madame Martin, directrice de l'entreprise Ma Boîte. Je souhaite recruter un cariste et j'ai pensé que ce poste pouvait convenir à une personne handicapée. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Pouvez-vous d'abord me dire pour quelle raison vous souhaitez recruter une personne en situation de handicap? Les motivations à l'embauche. Réponse à l'obligation d'emploi, déjà sensibilisé au handicap, responsabilité sociale des entreprises, aide financière, manque de candidature, bonne expérience dans le passé. J'ai payé 6 000 € à la GFIP l'année dernière et je veux réduire cette contribution. D'accord. Quelles sont les missions que vous voulez lui confier? Il travaillera dans l'entrepôt à charger et décharger les marchandises. Il faut qu'il ait le CACES. J'aurais besoin de plus de précision. Pensez-vous que je puisse venir étudier le poste? Ça me paraît compliqué vu les délais. Souhaitez-vous que je vous fasse parvenir la fiche de poste? Oui, s'il vous plaît. Bien définir mes motivations à recruter. 2. Anticiper pour permettre l'étude du poste. Entreprise Ma Boîte, fiche de poste cariste, mission, chargement et déchargement des marchandises, compétences et diplômes, expérience exigée de 5 ans, bac pro logistique, CACES 3 et 5, conditions d'exercice, environnement de travail, lieu de travail Lyon, CDI, temps plein. Il me manque des informations. Quelles sont ces marchandises? Combien y a-t-il de camions à décharger par jour? Est-ce que tout se passe en chariot ou faut-il aussi décharger manuellement? Travaille-t-il dans une équipe ou seul? Chargement et déchargement en chariot élévateur de colis de produits agroalimentaires. Rythme attendu, 2 camions par heure. Travail en équipe. Je vois que vous attendez un certain niveau de diplôme et d'expérience. Pourquoi est-ce important pour vous? Culture d'entreprise, gestion informatique des stocks, règles de sécurité, sens des responsabilités, autonomie. Si vous avez un doute sur le candidat, on peut aussi envisager une période d'immersion ou une formation préalable à l'embauche. J'ai enfin besoin de connaître l'environnement de travail et les conditions d'exercice. Travail posté en 3-8, travail en entrepôt, froid l'hiver, chaud l'été, bruyant, vibration. Port de charge occasionnelle, moins de 20 kg. 3. Définir le poste par ses activités et son environnement. Pensez-vous avoir des candidats? Oui, je peux vous en adresser rapidement. Je vais présélectionner des profils et confirmer leur intérêt. Ensuite, je vous ferai parvenir leur CV avec un descriptif de leurs atouts et compétences pour que vous puissiez les contacter directement. Que puis-je faire pour élargir mes recherches? Pôle emploi et les missions locales accompagnent aussi des demandeurs d'emploi en situation de handicap et vous pouvez vous adresser à eux. Il est recommandé alors de préciser dans votre offre la mention « à compétences égales, candidature de personnes en situation de handicap bienvenue ». Il est important que vous communiquiez au maximum sur cette politique d'insertion, sur votre site internet, dans vos communications externes. Nous pouvons aussi organiser avec vous des forums, des job dating, des sessions collectives de recrutement. Il existe également des forums spécialisés. Pour finir, vous pouvez prendre